Bonjour et Bonjour. bienvenue sur ce live questions et réponses. Alors on a déjà reçu énormément de questions et on a 1 heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà répondre aux questions qu'on a reçues, ensuite répondre à vos questions que vous nous mettrez. Et si on n'arrive pas à tout répondre, on mettra une boîte à questions comme d'habitude parce qu'il y avait déjà pas mal de questions. Ok. Voilà, donc on commence tout de suite et bienvenue avec nous. Alors, le truc il s'est fermé. Tu as la question devant toi? J'ai toutes les questions devant moi, moi. On va commencer par la première. Alors, les compléments alimentaires. Quels compléments alimentaires conseillez-vous une fois un bêta-HCG positif? En fait, il y a Alors, on a 3 questions de la même personne. D'accord. Donc déjà, bravo, super. On est trop contente parce que c'est une personne qui nous suit. Je sais pas si elle suit les programmes, peut-être, en fait. Et qui a un test de grossesse positif, qui nous remercie, tout ça. Donc, avec grand plaisir. C'est chouette. Et quelle analyse doit-on faire après un bêta-HCG positif pour éviter, par exemple, la pré-éclampsie, etc. Et quel complément alimentaire conseillez-vous une fois le bêta-HCG positif? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la fertilité, de comment stimuler la fertilité. Et en fait, on est souvent perdu quand on arrive au moment du test de grossesse positif. Donc là, souvent, ce qu'on va conseiller, c'est de continuer en tout cas le complément de préconception. Donc nous, ce qu'on conseille en général, c'est le concept 1, qu'on continue une fois que la grossesse a démarré. Et on va continuer aussi les oméga 3 de type DHA et donc notamment omégine. Donc ça, c'est les 2 compléments qui vont être conseillés à poursuivre. Et puis, si on a fait de la modulation immunitaire, par exemple avec un probiotique comme le Florégule, eh bien on va le poursuivre jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Tous les compléments qui visent à vasculariser aussi, souvent, vont être poursuivis jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. La vitamine D, souvent, va être poursuivie jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. La vitamine A aussi. Alors tout dépend peut-être ce qu'on a mis en place. On la baisse un petit peu au niveau de la vitamine D. C'est vrai que Oui. si on a un haut dosage dans les programmes, c'est vrai que quand on voit qu'il y a une insuffisance ovarienne ou qu'il y a un souci de vitamine D trop basse, on va pousser vraiment les niveaux de vitamine D. Et c'est vrai qu'on conseille par contre, quand on arrive à un test de bêta-HCG positif, de diminuer en fait d'aller un peu moins fort et d'aller sur des doses beaucoup plus physiologiques en fait. Et puis ce que je vous conseille, si vous êtes dans les programmes, c'est d'aller faire, en fait, à chaque test de grossesse positif, l'idée c'est d'aller faire le plus rapidement possible le programme qui s'appelle INPREG 1, qui est le premier programme de grossesse qui va en fait poser des questions très spécifiques pour l'analyse des risques, pour établir un espèce de tableau de risque et vous conseiller en fonction du tableau de risque. Et là, vous aurez des conseils sur le plan alimentaire et vous aurez des conseils aussi sur le plan des compléments alimentaires. C'est-à-dire que les compléments vont être réajustés si on voit qu'il y a des besoins de vascularisation, vous aurez des compléments de soutien de la vascularisation qui sont compatibles avec la grossesse, vous aurez des compléments aussi peut-être de soutien immunitaire, d'équilibrage immunitaire, s'il y a des risques de fausse couche, tout ça, qui sont compatibles aussi avec la grossesse. Donc en fait, INPREG, c'est vraiment le programme à réaliser une fois que vous êtes enceinte et qui va en réalité observer les zones de risque et couvrir ces zones de risque. Voilà. Et sur le plan des analyses biologiques, alors, la biologie en grossesse, ça bouge. Et donc, du coup, c'est un peu ça, c'est un peu ce truc-là qui est compliqué. Moi, ce que je conseille au début, en tout cas, c'est de tester peut-être une fois le taux de progestérone, de tester peut-être une fois la TSH, la T3, la T4 pour s'assurer que l'apport en hormones thyroïdiennes soit suffisant. Après, ça dépend tellement du profil, en fait. Chez certaines personnes, on va aller redoser une homocystéine. Il faut revoir si, justement, les processus comme la méthylation tiennent avec la grossesse. On va, chez certaines personnes, aller redoser une CRP, une vitesse de sédimentation. Ça dépend vraiment du profil de chacun. Parfois, on va redoser des valeurs hépatiques. Enfin, c'est très, très fluctuant en fonction du profil de la personne. Mais globalement, les grands basiques, c'est de redoser la progestérone et la TSH. Voilà. Ça, c'est vraiment les classiques de la grossesse, quoi. Exactement. Et puis le taux de bêta-HCG, de le doser, on peut alors ça sert à rien de le doser tout le temps, parce qu'on a parfois des femmes qui vont le doser toutes les 48 heures pendant des semaines et des semaines et des semaines. Oui, et ça peut être très anxiogène parce qu'il ne double plus au bout d'un certain temps. Exactement. Donc vraiment, et c'est physiologique, voilà. Il double pas tout le temps, ce taux de bêta-HCG. D'ailleurs, ça a été un peu remis en question, ce doublement. Maintenant, on dit plutôt qu'il doit doubler sous 3 jours, pas forcément sous 2 jours. Donc bon, il y a aussi pas mal de remises en question là-dessus. Du coup, ça peut être très anxiogène. Moi, je propose de le faire une fois. De faire une fois le double dosage, c'est-à-dire de faire un premier dosage, un autre dosage à 48 heures, et après d'arrêter, ou de refaire éventuellement encore une fois, mais derrière, stop. Parce que sinon, ça devient vraiment... Enfin, ça crée vraiment de l'anxiété chronique. Exactement. Et si ça évolue bien, mais que ça ne vous double pas parfaitement, ne vous inquiétez pas trop, parce que le stress n'est pas bon non plus dans cet état-là. Donc, regardez que ça évolue bien. Voilà, pas forcément doublé.
On a une question sur la qualité des embryons classifiés BE11, BE12. Alors, pour être très transparente avec vous, on ne connaît pas. Je vous avoue que moi, j'ai pas vu cette classification. Et c'est vrai que d'un pays à l'autre, les classifications changent. Donc, nous, on est plutôt habitués aux classifications françaises, espagnoles aussi, ça dépend. Mais souvent, la première lettre est la lettre qui est la plus indicative. Et si cette première lettre est la même chose que sur les classifications françaises, B, ça veut dire qu'on a quand même de beaux embryons qui n'ont pas de fragmentation, qui n'ont pas de vacuole. Donc, c'est-à-dire, c'est pas la qualité la plus haute. Par contre, c'est la deuxième qualité et on n'a encore pas d'indice de fragmentation. Et il faut quand même dire plusieurs choses. D'abord, c'est pas parce que votre embryon est classifié C qu'il n'a pas de chance d'évoluer. Donc, ne vous focalisez pas trop là-dessus et ne vous faites pas trop de soucis. Et aussi, les classifications anciennes, c'est-à-dire justement ces BE11, etc., sont des classifications anciennes et on est en train d'aller vers une classification nouvelle qui se fait plutôt à l'étranger. Je ne crois pas qu'en France, elle se fait encore maintenant parce que ça demande des timelapses, ça demande l'IA pour pouvoir faire une classification sur la morphokinétique, cinétique. L'idée, c'est de pouvoir en fait suivre l'embryon sur tout son développement morphocinétique, suivre l'embryon sur tout son développement et ensuite, grâce à l'IA, déterminer quels sont les embryons qui ont le plus de potentiel d'évoluer en grossesse positive. Donc, c'est plus du tout une classification visuelle qu'on avait avant, justement A, B, C avec des chiffres après, mais c'est une classification sur un potentiel. Et différents critères d'évolution. Exactement, des critères d'évolution et de probabilité d'évolution en grossesse positive. Et de nouveau, si la probabilité est moins bonne, ça ne veut pas dire non plus, si on vous le transfère, si la clinique vous le transfère, c'est qu'il y a quand même du potentiel. En tout cas, c'est le cas à l'étranger. Et je crois quand même aussi en France, ils font attention. Après, je sais on va malheureusement transférer aussi en France des embryons qui n'ont pas forcément de potentiel, mais on essaye quand même. C'est un petit peu aussi les différences. Et d'ailleurs, n'oublions pas que si on reprend par exemple une grossesse comme celle de Flavie, c'était des embryons qui étaient plutôt mal notés, qui étaient des J2-3, et concrètement qui donnent une grossesse gémellaire tout à fait évolutive avec des petites filles qui vont très bien. Donc encore une fois, oui, ça fait partie des critères visuels de qualité, mais aujourd'hui, on est vraiment en train de prendre du recul par rapport à vis-à-vis de ces critères visuels et on remet ça beaucoup en question. Exactement. Ensuite, bonjour, faut-il continuer les probiotiques vaginaux après transfert et test positif? Alors non, pas forcément. On les continue pas forcément parce que tout simplement, c'est assez peu étudié pendant la grossesse. Alors on pourrait le faire, mais c'est juste que tout ce qui n'est pas étudié, en général, nous, on évite de le faire. Ou alors, c'est parce que, par exemple, certains compléments ont été autorisés pendant la grossesse pendant très longtemps, puis d'un coup, ils ne le sont plus parce que la réglementation a changé. Mais nous, on a pu constater pendant 10 ans, 15 ans qu'il n'y avait pas vraiment de zone de risque. Et là, on peut peut-être conseiller de le faire. Mais quand, effectivement, il n'y a pas suffisamment d'appui scientifique pour conseiller quelque chose pendant la grossesse, en général, on ne le fait pas. D'autant plus que post-transfert, grossesse positive, on a souvent aussi les ovules de progestérone, donc du coup ça fait beaucoup de choses quand même en intravaginal, donc en général non, on ne demande pas de les poursuivre. Par contre on peut passer à des probiotiques oraux et ça en général ça se passe relativement bien et ça c'est par contre étudié pendant la grossesse. Y a-t-il des risques d'infertilité si mon conjoint est de type 200 0-? Non, c'est pas. Alors c'est vrai qu'on peut avoir ce mode de pensée parce que par exemple les groupes sanguins sont importants pour une transfusion sanguine. On sait que quand on est O+, par exemple, on est donneur universel, on peut donner notre sang à tout le monde et quand on est au moins on est receveur universel. Par contre, on va pas pouvoir donner. Donc il y a effectivement des choses comme ça au niveau des transfusions sanguines. Mais en fait, être O+ ou O-, c'est comme avoir les yeux bleus ou les yeux marrons. C'est-à-dire que de toute façon, la génétique, elle est mixée, elle est brassée. Il y a plein de critères génétiques qui sont différents entre un homme et une femme et ça ne crée pas d'incompatibilité génétique. Donc, ce n'est pas un problème. Non, absolument pas. C'est pas un critère d'inclusion, d'exclusion. Ça ne conditionne pas le fonctionnement d'une PMA. C'est un seul critère génétique comme le sont la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Et donc, ça ne pose aucun problème. Bonjour, pourriez-vous nous parler du cytomégalovirus? Juste, ça peut poser un problème. Par exemple, si l'enfant a un groupe sanguin négatif,
il faudra effectivement opérer à une médication, un changement de sang en fait à la naissance pour justement avoir une tolérance. Mais c'est extrêmement courant et les médecins font vraiment attention. Et les médecins font attention à ça. Donc voilà, mais globalement, ça ne crée pas d'infertilité, non. Bonjour, pourriez-vous nous parler du cytomégalovirus? Que faire si IgM ne baisse pas? Si les IgM ne baissent pas. Alors c'est curieux que les IgM ne baissent pas parce que les IgM sont les marqueurs de primo-infection. Ça veut dire qu'on a une primo-infection qui est je m'appuie sur toi, qui est une primo-infection qui est permanente en fait. Et du coup, que faire si les IgM ne baissent pas? Eh bien, il faut renforcer l'immunité antivirale, spécifiquement l'immunité antivirale. C'est-à-dire que comment on renforce l'immunité antivirale? On peut prendre des probiotiques qui vont monter les branches TH1 par exemple. On peut prendre des tisanes de thym, des tisanes de romarin. On peut prendre justement des compléments alimentaires qui vont avoir des propriétés antivirales. Je pense au protéochoc notamment. Il y a plein de choses à prendre, mais il faut prendre des substances antivirales. Il faut soutenir son système immunitaire, antiviral. Et il faut aussi probablement se reposer parce que l'immunité, elle fonctionne aussi avec beaucoup de ressources, notamment du zinc, du fer, pas mal de vitamine D, tout ça. Donc, s'assurer qu'on ait suffisamment de ressources, qu'on ne les utilise pas trop parce qu'on est trop actif. Donc voilà, se reposer, amener des ressources, peut-être amener des probiotiques, consommer des antiviraux, ça c'est important. Il faut savoir que la majorité des substances antivirales, elles sont dans notre alimentation aussi. Donc notre alimentation, le fait d'avoir une alimentation qui est suffisamment riche en vitamine C, en polyphénol, ça joue beaucoup sur les virus et sur leur expression. Bonjour, que veut dire anticorps antinucléaire AAA positif supérieur à 320? Alors AAA, ça veut dire anticorps antinucléaire de type A, c'est ça? Non, je sais. Bon. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est un type en particulier, mais à partir du moment où on a des anticorps antinucléaires, ça veut dire que ce sont des anticorps anti-noyaux. Donc dans chacune de nos cellules, on a ce qu'on appelle un noyau qui est le porteur d'ADN, et donc ces anticorps vont avoir tendance à ces anticorps sont des cellules immunitaires qui vont avoir tendance à s'attaquer au noyau des cellules. Et donc c'est un problème en fertilité parce que bien évidemment un embryon est une masse cellulaire, c'est-à-dire que c'est un regroupement de cellules qui sont en train de se diviser et qui ont plein de noyaux. Donc évidemment, si on a beaucoup d'anticorps antinucléaires, auto-anticorps antinucléaires. Ok, donc ça veut dire la même chose qu'anticorps antinucléaires. Auto-anticorps antinucléaires, c'est-à-dire que c'est des anticorps qui sont tournés vers nos noyaux cellulaires en quelque sorte. Et ça reste de l'auto-immunité. C'est comme toutes les auto-immunités, c'est du déséquilibre immunitaire. Ça veut dire que l'immunité fait n'importe quoi, elle fait des choses qu'elle n'est pas censée faire. Et donc, il faut cadrer l'immunité. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a comme perspective quand on a des anticorps? Les médecins peuvent proposer parfois des traitements d'immunosuppression qui peuvent être, par exemple, de la cortisone à haute dose, qui peuvent être des immunosuppresseurs aussi, beaucoup plus spécifiques. Ce sont des traitements qui peuvent marcher et parfois qui ne marchent pas. En fait, parce que si l'immunité est en excès, c'est qu'elle a une raison de se battre, et si elle pense qu'elle a une bonne raison de se battre, vous avez beau essayer de la réprimer avec tous les traitements possibles et imaginables, elle va peut-être continuer à se battre. Et donc, le meilleur moyen pour moi de régler une auto-immunité, c'est d'aller analyser l'immunité et de comprendre ce qu'elle est en train de faire et pourquoi elle le fait. Notre immunité, elle n'est pas bête, elle fait les choses pour telle ou telle raison. Et du coup, souvent, si notre immunité est en hyper, c'est qu'il y a un danger, c'est qu'il y a un agresseur et il faut le trouver et le régler. Donc moi, ce que je conseille souvent quand on a des auto-immunités, c'est de se dire, ok, oubliez le fait que ce soit cette auto-immunité ou une autre auto-immunité. Une auto-immunité, c'est une auto-immunité, quelle qu'elle soit, que ce soit antinucléaire, antiphospholipides, maladie Crohn, peu importe, on s'en fiche un peu, c'est une auto-immunité. Réglons l'auto-immunité. Allons interroger l'immunité sur qu'est-ce qu'elle fait, sur quoi elle est en train de s'énerver, et il faut régler la problématique sur laquelle elle est en train de s'énerver. Donc notre première attitude en cas d'auto-immunité, quand on voit ça par exemple dans nos accompagnements, c'est d'aller bilanter l'auto-immunité. C'est qu'on fait justement un INLAB par exemple, au moins un INLAB contrôle qui donne la partie immunitaire, ou un INLAB total qui nous donne toute la mécanique. Et ça nous permet de voir quelle est la dynamique immunitaire, quelle est la dynamique du corps sur les différents systèmes, de comprendre pourquoi l'immunité ne fait pas son job correctement. Et une fois qu'on a compris pourquoi l'immunité ne fait pas son job correctement, l'objectif c'est de l'aider à faire son job correctement. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, et c'est à mon avis la meilleure façon d'agir sur un tableau d'auto-immunité, quel qu'il soit, que ce soit des antinucléaires ou autres. Ensuite, AMH très basse plus adénomyose, échec, ça c'est un échec d'implantation à répétition, bientôt 36 ans. Que faire de plus que prendre des compléments alimentaires concept 1, plus omégine et fleurégule, DHA, que dois-je faire de plus pour améliorer mon terrain?
Alors, je ne sais pas si la personne suit déjà une solution fertiline, parce que clairement, c'est une situation, on a AMH bas, adénomiose, échec d'implantation. C'est vrai que les compléments alimentaires peuvent aider, mais de nouveau, ça reste des compléments alimentaires. S'il y a des dérèglements, ça va en fait booster les dérèglements. Donc, il faut déjà régler les dynamiques et ensuite les booster avec des compléments alimentaires. Et en fait, ça c'est vraiment un truc important. Un complément alimentaire reste un complément à une alimentation qui a déjà été modulée. Et ça, on le dit d'ailleurs si vous regardez toutes les pages de compléments alimentaires, notamment ceux qu'on conseille, tout le monde dit ça. Dit ok, un complément alimentaire ne substitue pas à une alimentation, c'est un complément. Pourquoi ? Parce que quand vous mangez, vous amenez tous les jours 1 à 2 kilos d'aliments dans vos assiettes. Et un complément alimentaire ne reste qu'une gélule de 500 mg. Donc, on voit très bien que l'alimentation est la majeure partie de ce qui va conditionner aussi vos systèmes, et notamment dans le cadre de l'AMH très bas, de l'endométriose, de l'adénomiose. Il y a vraiment certaines attitudes alimentaires qui, si elles sont appliquées avec rigueur, vont complètement changer la tendance. Mais complètement changer la tendance. On l'a déjà vu des quantités de fois. Et on le voit, on échange d'ailleurs très régulièrement avec des médecins qui sont dans la recherche autour de l'endométriose, de l'infertilité, qui sont assez passionnés par ces informations, parce que on voit que quand on module effectivement sur certains plans l'alimentation de façon très forte, on arrive à éteindre carrément le schéma inflammatoire. Pas dans 100% des endométrioses, ça c'est le cas, c'est vrai, c'est la réalité. Pas dans 100% des endométrioses et des adénomioses, mais à peu près chez 8 femmes sur 10, ce qui est déjà pas mal. Et sur les 2 sur 10 qui restent, on cherche, on essaie de voir comment ça se passe, tout ça, et est-ce qu'on peut améliorer encore. Et on s'aperçoit que ce qui crée la modulation, c'est effectivement la complémentation est une des parties, mais le gros dossier, c'est quand même l'alimentation. Et c'est pour ça qu'en fait, concrètement, chez Fertiline, on fait principalement des programmes de mode de vie, mais sur lesquels les énormes changements portent sur l'alimentation. Et parfois, on a l'impression que c'est des détails. C'est pas des détails, en fait. C'est tout ce qu'on met dans notre assiette et la mécanique entre tel micronutriment, telle quantité de fibres, telle quantité de protéines, tel équilibre au niveau des graisses. Ça gère la dynamique de tous nos systèmes, de nos systèmes hormonaux aussi. Et le meilleur moyen de faire justement évoluer un statut d'insuffisance ovarienne, d'avoir de meilleurs résultats et de faire évoluer un statut inflammatoire, c'est de régler vraiment le contexte alimentaire en premier et manger bien. Enfin, ce qu'on dit, manger bien, manger sainement, ça ne suffit pas en fait. Ça n'a rien à voir. L'idée, c'est vraiment de consommer ce qui est nécessaire à la restauration d'un système dysfonctionnel. C'est vraiment Moi, ça. J'aime bien donner cet exemple que tu nous avais déjà donné il y a quelques semaines, qui est un exemple contraire. C'est-à-dire que quand on veut faire venir des règles, par exemple quand le taux de progestérone ne baisse pas parce qu'on ne sait pas pourquoi il y a un dérèglement, tout simplement on va donner, on va proposer aux personnes de manger pendant 2-3 jours des choses qui sont contraires à la fertilité, et paf, le niveau de progestérone baisse et elles ont leurs règles. Donc vous imaginez, sur 3 jours, vous mangez des choses qui sont anti-fertilité, ça va complètement déréguler votre système, et le schéma en fait du système va se changer. Donc vous pouvez le faire dans un sens et vous pouvez le faire dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on peut voir. Et c'est assez dingue de voir justement l'impact que ça a. Et par exemple, parfois pour aider des accouchements à se déclencher, quand on a justement des accouchements qui traînent et qu'on risque d'avoir un déclenchement médicamenteux, tout ça, pareil, on a des alimentations qui sont pro-déclenchement, qui vont élever très fortement les niveaux d'inflammation, les niveaux de prostaglandine, tout ça, et qui vont aider en fait. Donc, si on est capable de faire ça avec l'alimentation, il est évident qu'on est aussi capable de faire le contraire, et que ces processus, on les connaît, on peut les maîtriser, mais ça demande vraiment de l'application et de la spécificité. Et de la rigueur. Et de la rigueur dans ce qu'on va mettre effectivement dans son assiette, et savoir quoi faire sur un temps donné, et savoir exactement quoi faire pour son profil aussi. Donc voilà. Je vois que une autre question. Je passe voilà. Je vois que ma TSH a augmenté. Alors on ne sait pas le nom. Non, on n'a pas. A augmenté, et que les résultats sur mon taux d'iode sont faibles. Un lien avec quoi ? Peut-être une infertilité. Alors en fait, TSH haute et un iode faible. Oui, bien sûr, parce que en réalité, l'iode augmente la quantité produite d'hormones T4 et donc d'hormones T3. Et quand on manque de T3, finalement c'est là que la TSH monte logiquement. Alors il y a d'autres contextes dans lesquels la TSH monte indépendamment du taux de T3, mais la logique
c'est que la TSH, c'est une hormone qui est en relation inversée au taux de T3. Donc plus le taux de T3 baisse, plus la TSH monte. Et la T3 est en lien avec l'activité thyroïdienne. Donc en gros, vu que l'iode est nécessaire à la production de la T3, si on manque d'iode, on aura moins de T3 et la TSH va monter. Et donc on sait que l'iode est le minéral de la thyroïde. Donc très clairement, s'assurer qu'on a un taux d'iode suffisant quand on a un déséquilibre thyroïdien et justement une thyroïde, une TSH qui a du mal à s'équilibrer, pardon, c'est la meilleure chose. Et si cette iode est bas, il faut évidemment en priorité le stabiliser, le remonter. Enfin, le remonter et le stabiliser plus. Quelqu'un nous demande l'ovule de progestérone en deuxième partie de cycle, qu'en pensez-vous? Alors, pourquoi pas. Après, par exemple, tout dépend de ce qu'on cherche à faire. Parce que donc, si la perspective, c'est effectivement d'avoir une grossesse, bon ok, ça peut être une aide. Maintenant, si la perspective, c'est de comprendre comment le cycle se fait, c'est pas idéal. Dans le sens où la progestérone, ça fait monter effectivement la température corporelle, ça masque du coup les problèmes. Et si ce qu'on veut, c'est comprendre le problème, ben, ça va nous le masquer. Et c'est vrai qu'aller amener des hormones directement pose toujours un problème de compréhension. Quand on va commencer à amener de la DHEA, de la testostérone, de la progestérone, ben bien évidemment, on commence à mettre des mécaniques externes dans notre propre dynamique hormonale. Et du coup, on ne comprend plus trop ce que notre corps est en train de faire et ce que la complémentation est en train de faire. Du coup, ça nous brouille les pistes. Clairement, ça nous brouille les pistes. Mais maintenant, si vous n'êtes pas en train d'analyser votre situation, ce n'est pas un problème. Par contre, c'est vrai que, par exemple, pour les couples qu'on accompagne, qui sont dans des accompagnements où on va les suivre pendant plusieurs mois pour comprendre leur situation et vraiment mettre le doigt sur les éléments qui sont les fondamentaux pour propulser justement leur parcours, moi souvent je vais demander d'arrêter, et nos thérapeutes vont demander d'arrêter justement les traitements de substitution si ils n'ont pas été prescrits par un médecin. Je précise bien qu'un traitement qui est prescrit par un médecin, on ne l'arrête pas, c'est le médecin qui prend la décision d'arrêter ou non, nous on ne l'arrêtera jamais. Par contre, on va l'intégrer dans notre mode de raisonnement. Mais chez une femme qui prend d'elle-même la progestérone en deuxième partie du cycle, on va plutôt dire, ok, on aimerait plutôt avoir des cycles sans prise de progestérone pour comprendre à quel point on est en manque de progestérone, éventuellement faire des dosages pendant cette partie-là, puis ensuite peut-être réintégrer. Mais sur une phase d'analyse, c'est important de comprendre comment fonctionne le corps sans aide. Et parfois, en voulant aider et donner une hormone, en réalité, on ralentit son processus interne. C'est-à-dire qu'on substitue l'hormone. Et du coup, c'est ça, je crois. J'imagine que la question, c'était peut-être aussi pour le résultat, enfin, c'était la prise d'ovule de progestérone pour le résultat d'une grossesse. Peut-être que c'est avant de passer. Alors, quand il y a une FIV ou quand il y a un texte sur cycle substitué, etc., on est obligé de prendre la progestérone et souvent on nous la donne. Maintenant, on se pose la question de fabriquer soi-même sa progestérone quand on peut, quand on n'est pas en cycle substitué. Mais comme tu dis, vouloir substituer quelque chose, c'est finalement substituer quelque chose pour lequel notre corps ne marche pas. Et peut-être ce serait mieux de comprendre pourquoi il ne marche pas, quel est le dérèglement, en fait. Oui, tout à fait. On a une question justement sur les courbes, une courbe qui fait un W sur la période ovulatoire. Pourquoi ? En période ovulatoire, normalement, on a donc en pré-ovulatoire, déjà en phase folliculaire, on a une courbe qui est plutôt basse, qui est en lien avec un taux d'œstrogène qui est plus haut et qui est montant. Logiquement, au plus le taux d'œstrogène va monter, au plus la courbe va s'abaisser. Et en fait, au pic d'œstrogène, on devrait avoir un pic vers le bas qui nous montre qu'on a un pic d'œstrogène. Ça, c'est normalement un seul pic. Et derrière, ce pic d'œstrogène va aller stimuler l'hypophyse, qui va produire de la LH, qui va lancer l'ovulation. Maintenant, si on a un W, il est probable. Je dis il est probable parce que je ne connais pas la personne, j'ai pas vu c'est des lectures qu'on a l'habitude de faire, mais sur plein d'éléments, pas que sur un élément. Donc, si on a un W, il est probable que le premier pic d'œstrogène se fasse, que le message soit envoyé à l'hypophyse et que l'hypophyse dise « j'ai autre chose à faire, revenez plus tard ». Et que du coup, on ait un second pic d'œstrogène qui va enfin déclencher l'ovulation. Ça peut être un petit peu problématique dans le sens où un ovule, le pic d'œstrogène arrive quand l'ovocyte est à maturité. Parce que ce pic d'œstrogène correspond à la production d'œstrogènes qui sont produits par les granulosas qui font maturer l'ovocyte. Donc le pic, il est là quand l'ovocyte est à maturité. Donc si l'ovocyte est à maturité et que le signal est envoyé à l'hypophyse et que l'hypophyse dit « bon non, là j'ai pas le temps, faites-moi savoir ça plus tard » et que le nouveau pic arrive 2 jours après, on va ovuler un ovocyte qui est oxydé, qui est trop gros, qui est trop
qui n'est pas au bon stade, en tout cas de maturité, c'est-à-dire un ovocyte qui a moins de potentiel, mais aussi un corps jaune, c'est-à-dire la partie du follicule résiduel qui va rester dans l'ovaire, qui aura aussi moins de potentiel. Donc, ce W, ça peut être rien du tout, comme ça peut être quelque chose qui fait complètement dysfonctionner le processus ovulatoire, c'est-à-dire que pour finir, il y a probablement une ovulation, mais la question, c'est quelle est la qualité de l'ovocyte ovulé et quelle est la qualité du corps jaune qui va être laissé derrière. Et c'est probablement pas optimal. Donc ça, effectivement, c'est quand même souvent... Parce que on parle souvent d'anovulation. Une anovulation, c'est facile à repérer, c'est clair. Par contre, ce dont on ne parle pas très souvent, c'est une dysovulation. L'autre jour, avec 2 autres thérapeutes, on s'est penché sur un dossier. Et un dossier complètement dysovulatoire. Je crois qu'on a analysé une 12aine de cycles et sur ces 12 cycles, on en avait plus de 10 qui étaient dysovulatoires. C'est-à-dire que sur une année... Il y avait une ovulation, mais elle n'était pas... Enfin, c'était déréglé. On ne pouvait pas avoir vraiment de fécondation sur cette ovulation parce qu'on voyait que tout le schéma d'ovulation était tellement dysfonctionnel que quand l'ovocyte était ovulé, finalement, derrière, la progestérone était complètement labile. On voyait que le corps jaune n'était pas qualitatif. Enfin, il y avait un schéma de dysovulation qui était évident. Alors que la personne qui traquait ses cycles depuis des mois et des mois n'avait pas vu ça. Mais c'est normal parce que vous voyez pas des cycles en permanence. Donc ça fait partie de notre pratique courante. Et du coup, on se dit, ok, si sur 12 cycles, on en a 10 qui sont dysovulatoires, ça laisse que 2 cycles par an qui ont un potentiel de fécondation. C'est pas énorme. Et un potentiel de fécondation, en sachant que tous les embryons n'ont pas un potentiel de nidation. Donc, c'est vrai que quelque part, là, on comprend qu'il n'y ait pas de grossesse qui s'installe, parce que tout le schéma est dysovulatoire. Et quand on a un schéma dysovulatoire, la première chose sur laquelle on porte de l'attention, c'est le rendre ovulatoire. Et ça, c'est déjà toute la base des programmes en autonomie. C'est vraiment cadrer l'alimentation pour réguler les niveaux hormonaux, réguler les schémas inflammatoires et rendre les cycles correctement ovulatoires. Et en général, ça marche très très bien et ça donne déjà un potentiel de grossesse important. Et à tel point que hier, je faisais ce calcul à peu près parce qu'en fait, une personne m'a posé cette question qui était parce qu'effectivement, on a des personnes qui tombent enceintes entre leur protocole de PMA alors que la majorité des couples qu'on suit sont en PMA. Et en fait, ces personnes qui tombent enceintes entre leur protocole de PMA, ça représente quand même 1/4 à 1/3 des personnes. Alors que tout le monde, quasiment, est en PMA. C'est très rare qu'on ait des couples qui ne soient pas en PMA. Et pourquoi ? Alors qu'avant, ça ne se produisait pas. Parce que tout simplement, quand on règle la dynamique, on règle aussi l'équilibre hormonal. Donc, l'ovulation arrive plus dans le bon timing, la qualité des ovocytes, elle est aussi améliorée. Souvent, la qualité du spermogramme, elle est améliorée. Et ça change beaucoup d'éléments. Ça change beaucoup d'éléments, ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça, voilà, ce W, c'est un indicateur de il y a un truc qui se passe, on ne sait pas exactement trop quoi, il faudrait corréler ça, des dosages hormonaux, voir un petit peu et affiner ça. C'est ce que je voulais dire, c'était que vous vous demandez pourquoi on parle de courbes d'ovulation, etc. Vous êtes en PMA, vous vous dites, j'ai pas vraiment besoin de ça. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir une vidéo qu'on a sur YouTube où on parle pourquoi il est important, enfin c'est une vidéo et je crois que c'est un webinaire, pourquoi il est important de regarder ces cycles, d'analyser ces cycles, même en PMA. Donc déjà pour avoir des jolies grossesses surprises entre deux, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais aussi parce que ça peut vous permettre aussi d'avoir de bien meilleurs succès, enfin de réussir avec la PMA. Parce qu'en fait, si on pousse un système qui est déjà dysfonctionnel, il peut ne pas fonctionner du tout. C'est tout simplement ça. En fait, on le pousse. On monte le volume de la dysfonction, en fait. Parfois, on fait ça, effectivement. Et c'est pas à cause de la PMA, parce que certaines femmes interprètent ça comme la PMA a tout déréglé chez moi. Non, c'est pas du tout la PMA qui a tout déréglé. C'était déréglé, mais le son était bas. Et quand on monte le son, là, on entend que ça fonctionne plus du tout. Et en fait, merci à la PMA de révéler ça, parfois, de révéler vraiment des schémas ultra dysfonctionnels, parce que c'est pas que le traitement n'était pas adapté, c'est pas que le médecin n'a pas fait le bon choix, c'est qu'il y avait probablement une petite dysfonction de fond, et en fait ça l'a juste mis en évidence. Mais par contre, quand c'est pas compris, cette dysfonction elle est mise en évidence à chaque fil, et à chaque fois c'est des échecs, et à chaque fois c'est des schémas comme ça récurrents, donc c'est un peu dommage. Alors, on passe à la question suivante. Donc, corriger une mauvaise réponse à la stime quand elle est trop farouche. TDAH, épuisement surrénal et dopamine.
Alors, c'est quand on est trop farouche. Alors, on n'est jamais trop farouche, ouais, déjà. c'est ça. Mais mauvaise réponse à la stime quand on a un TDAH, un épuisement surrénalien et des problématiques de dopamine. Alors, en fait, TDAH, problématique de dopamine, ça va ensemble, clairement, puisque le TDAH, c'est juste l'expression d'une dopamine qui est dysfonctionnelle. Et quand la dopamine est basse, on a beaucoup plus de chances de se retrouver en épuisement surrénalien. Et en épuisement surrénalien, effectivement, les réponses à la stimulation sont souvent très problématiques parce qu'il n'y a pas de ressources. Il n'y a même pas de ressources pour le système hormonal numéro 1 dans notre ordre de priorité corporelle, qui est le système surrénalien, qui est notre système de survie. Donc s'il n'y a même pas de ressources pour notre système de survie, on imagine bien que la reproduction, c'est loin derrière. Et du coup, il faut remettre des ressources, ça c'est important. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement, idéalement, stabiliser la dopamine, donc limiter tout ce qui va créer des productions de dopamine instables et plutôt aller favoriser des productions de dopamine stable. Ça, c'est ce qu'on fait avec des schémas nutritionnels, c'est ce qu'on fait en améliorant la qualité du sommeil, c'est ce qu'on fait avec certaines plantes, avec certains micronutriments aussi. Travailler sur l'épuisement surrénalien, il y a tellement de choses qui marchent super bien. Ça n'arrive quasiment jamais qu'on n'arrive pas à remonter un épuisement surrénalien. Je crois que ça m'est jamais arrivé en fait. Même aujourd'hui, on bilande quand même énormément les surrénales. Dans InLab, c'est une des données qu'on a inclus. Et je ne vous raconte pas le nombre d'épuisements surrénaliens qu'on voit. On a presque l'impression que c'est la norme. Je me demande même s'ils ne vont pas changer les normes, tellement tout le monde est en épuisement surrénalien, ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs. Il y a 5 ans en arrière. Déjà, les normes ont été abaissées. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont en épuisement surrénalien. Moi, j'avais déjà vu ça en cabinet dans d'autres situations que les situations de fertilité. Mais dans l'infertilité, c'est majeur. Et du coup, je me demande à quel point c'est pas aussi un pilier, un fondamental des situations d'infertilité, des situations d'insuffisance ovarienne. Une recherche à suggérer peut-être. Clairement. On va l'aider. Parce que ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est que maintenant on commence à collaborer avec des cliniques pour leur... Alors, on va pas faire de la recherche, parce que vous demandez souvent, mais est-ce que Fertine fait de la recherche ? Non, nous, on n'a pas vocation à faire de la recherche. Par contre, nous, on analyse en tout cas par contre ce qu'on voit, ce qu'on a, nos données en interne, on les analyse, on les regarde, on les affine. Mais dans la recherche proprement dit, on en a parlé sur le dernier live d'ailleurs. Mais par contre, on commence à collaborer avec les cliniques pour donner des idées d'hypothèses qu'on pourrait rechercher, parce que finalement, c'est ça. Et puis ça, ce serait très intéressant. Et puis peut-être aussi de proposer aussi de plus en plus à notre communauté de participer à certaines recherches avec des cliniques en fonction de telle ou telle situation. Donc en fait, il faut évidemment bien stabiliser tout parce que ça a une incidence notable et énorme en fait sur la réponse à la stimulation, l'épuisement surrénalien. On l'a vu plein de fois. Et déjà donc dans l'autonomie, vous avez déjà plein de choses pour vous aider à pouvoir rétablir ça. Et puis si vraiment encore vous n'arrivez pas à sortir ça, qu'il faut aller encore plus fort, c'est bien de prendre un accélérateur. Pour pouvoir sur 3 mois vraiment booster, pouvoir travailler en duo ou même en trio, puisqu'il y a aussi la thérapeute superviseur qui viendra aussi pour vraiment se booster sur les 3 mois et pour pouvoir répondre mieux à la prochaine stime. Oui, c'est clair. C'est clair. Ça se résout bien, un épuisement surrénalien, mais il faut comprendre la dynamique, parce que je vois la question, qu'est-ce qu'on recherche dans InLab pour l'épuisement surrénalien ? En réalité, on recherche 2 hormones salivaires, le cortisol et la DHEA. Mais le résultat en lui-même, il est complexe. Il faut vraiment, vraiment savoir l'analyser parce que c'est la dynamique entre ces 2 hormones qui nous intéresse. Et les configurations, il y en a beaucoup. Vous pouvez avoir un cortisol dans la norme, une DHEA élevée, un cortisol dans la norme, une DHEA basse, un cortisol bas, une DHEA haute, un cortisol bas, une DHEA dans la norme. Et chaque résultat, donc en fait les dynamiques, il y en a des tonnes et chaque dynamique pose des problèmes et a sa spécificité de résolution. Et aujourd'hui, nous, on a mis tellement de temps à cadrer les schémas de résolution dans telle problématique, que on est clair là-dessus. Mais on est clair, en toute sincérité, on est clair après 2 années de mise en place de choses qui ont marché tout de suite ou qui n'ont pas marché tout de suite, qu'on a dû refaire, qu'on a dû revoir, de travail d'équipe et tout ça. Donc en fait, il ne suffit pas d'avoir les valeurs. Et ça, c'est toujours le truc de la biologie. La biologie, ça nous permet d'avoir une valeur objective, ok, elle est dans la norme ou elle n'est pas dans la norme, ça c'est la première chose, mais aussi, ce qui est important, c'est de comprendre ce que représente cette valeur dans une dynamique, parce que le cortisol ou la DHEA est dans le contexte. Parce que si vous n'avez pas les autres éléments pour résoudre, en fait, le contexte
vous n'allez pas comprendre aussi. C'est ça. Est-ce que c'est un manque de ressources? Est-ce que c'est un problème du fait que le corps il est embêté par quelque chose l'immunité l'embête? Enfin voilà, il faut comprendre en fait pour pouvoir résoudre. Et je pense qu'au-delà de l'analyse biologique, le plus important c'est ce que vous en faites. Comment vous l'interprétez et ce que vous en faites derrière. Et ça, vous devez vraiment le faire avec des personnes qui connaissent bien ces analyses et qui les connaissent bien dans le cadre de la fertilité. Parce que c'est encore différent d'interpréter un cortisol normalement, enfin dans un cadre hors fertilité ou dans un cadre fertilité. C'est vraiment deux choses différentes. Alors, psoriasis et CBB, incompatibles? C'est une question. Non, pas du tout. Non, on peut très bien avoir un bébé avec un psoriasis sans aucun problème. Après, sans oublier que le psoriasis est une auto-immunité, comme toutes les auto-immunités. C'est un contexte immunitaire qui demande à être canalisé, amélioré si on le peut. Et parfois, le psoriasis peut être aggravé par certaines carences qui ont aussi un impact majeur sur la fertilité. Donc, globalement, le psoriasis, pour moi, ce n'est pas un élément qui nous dit on est fertile ou on n'est pas fertile. Mais par contre, c'est un indicateur de carence et c'est un indicateur de déséquilibre immunitaire. Et du coup, l'idée, c'est d'aller agir en fait, sur ces deux contextes-là, clairement. Après guérison endométrite chronique, des choses à faire pour l'endomètre avant SCBB? Alors déjà, de s'assurer que l'endométrite est quand même résolue, c'est-à-dire de s'assurer parce qu'il y avait probablement des signes, des symptômes de cette endométrite. Alors quels étaient les symptômes? Est-ce que c'était la douleur? Est-ce que c'était l'épaississement de l'endomètre? Est-ce qu'il y avait des pertes? Est-ce que ces symptômes ont bien disparu? S'ils sont toujours là, c'est suspect et peut-être faudrait résoudre. Nous, à chaque fois qu'il y a une endométrite, donc déjà il faut savoir que l'endométrite, c'est pas un diagnostic qu'on pose nous, du tout, on n'est pas médecin, on ne fait pas ça. Par contre, c'est un diagnostic qui va être posé par votre médecin. Le médecin qui pose le diagnostic va donner le traitement. Ça, c'est une chose qui est classique. Votre médecin va donner le traitement et le traitement va être pour un certain temps, 10 jours, 15 jours, 3 semaines parfois. Et nous, ce qu'on va faire, parce que notre registre, c'est la prévention, ce qu'on va faire, c'est par contre prévenir les récidives, puisqu'il faut savoir que les endométrites, comme la majorité des problématiques bactériennes, sont des problématiques qui peuvent être récidivantes. Et donc, vu qu'on est en PMA, dans un parcours dans lequel on doit prévenir des risques en permanence et dans lequel on doit garder une ouverture immunitaire maximale pour favoriser une grossesse et une grossesse saine, eh bien on va prévenir les risques. C'est-à-dire qu'à la suite du traitement médical, on va instaurer, nous, un traitement préventif pour éviter que cette endométrite revienne. Et on va surveiller effectivement les symptômes. Donc il faut idéalement prévenir les récidives et surveiller les symptômes. Ça, c'est très très important. Clairement, parce que ça a tendance à récidiver, malheureusement. Est-ce que la TSH haute peut altérer la qualité des ovocytes? Oui, complètement, bien sûr. Je vous propose d'aller voir le webinaire, parce qu'en fait, il y a plein de choses, on peut vous dire plein de choses, mais on les détaille dans nos webinaires ou dans nos capsules, sur thyroïde et fertilité. Et là, vous aurez vraiment tout le détail concernant la TSH, la thyroïde, etc. Oui. Je ne sais pas si tu voulais dire encore des choses. Non, mais une TSH haute, ça perturbe déjà tout le schéma hormonal, ça perturbe l'hypophyse aussi, qui est très qui joue un rôle quand même important dans la qualité ovocitaire, et ça perturbe la réponse à une stimulation, et ça perturbe évidemment la qualité aussi des ovocytes, oui, clairement. SOPK, beaucoup de follicules plus acné, mais AMH normale, voire un peu basse pour mon âge. Pourquoi? SOPK, beaucoup de follicules et acné, mais l'AMH normale. Alors en fait, le SOPK, on a souvent une AMH élevée, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir aussi des SOPK atypiques, parce que en réalité, le nombre de follicules et l'AMH, ce n'est pas la même chose. L'AMH, c'est une hormone représentative de la production hormonale des follicules. Et donc, on peut avoir beaucoup de follicules, mais qui ne sont pas productifs. D'ailleurs, c'est pas un très bon deal, parce qu'en réalité, les follicules qui sont peu productifs vont donner peu d'ovocytes. Et ça, c'est un vrai problème. Du coup, si on a beaucoup de follicules et une AMH très basse, le risque qu'on a, c'est d'avoir à la ponction très très peu d'ovocytes, très très peu d'ovocytes matures. Donc c'est pour ça qu'il faut équilibrer un petit peu ce schéma et rendre les follicules en fait un petit peu plus productifs, parce que c'est un indicateur clairement de déséquilibre en termes de production hormonale. Après, juste cet élément-là, ça ne donne pas la réponse de pourquoi les follicules ne produisent pas. Ça, il faut aller plus loin, il faut comprendre et tout ça. Mais déjà, rien que le fait de changer un petit peu ces schémas alimentaires, ça permet d'avoir une meilleure production d'hormones, de libérer justement de l'énergie pour la production hormonale.
Mais voilà, est-ce que ça résout tout ou pas? Ça dépend, parfois il faut aller plus loin. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que les follicules ne sont pas assez productifs, a priori. IOP, alors il y avait 2 questions de la même personne qui a déjà aussi posé d'autres questions, mais IOP, utérus rétroversé, quelle adaptation pour une parfaite ovulation et conception naturelle IOP, comment corriger une ovulation tardive induite par un manque de ressources? Il faut remonter les ressources, hein. Déjà ça c'est la priorité, hein. Il faut remonter les ressources principalement en vitamines liposolubles, en graisse, hein. Ça c'est très très important et il y a plein de manières de remonter les ressources, mais il faut savoir de quelles ressources on manque. Si on a par exemple un épuisement surrénalien, c'est très spécifique à remonter, il faut vraiment l'analyser et aller remonter ces ressources-là spécifiquement. Maintenant, l'utérus rétroversé n'est pas un problème, hein, c'est juste une forme... C'est une femme sur 4. Ouais, c'est assez fréquent, c'est une forme d'utérus, il n'y a pas vraiment de problème par rapport aux grossesses. Et les adaptations pour une parfaite ovulation, c'est de s'assurer qu'on ait effectivement les ressources qui soient déjà suffisantes, hein, franchement. Ça, c'est clair. Alors, si vous ne faites pas encore de programme Fertiline, ce qu'on peut vous proposer vraiment, c'est de faire. Et puis déjà de commencer par l'autonomie, parce que sur une conception naturelle, vous pouvez vraiment régler plein de choses et déjà avoir des courbes beaucoup plus harmonieuses. Parce que c'était la personne qui posait des questions par rapport à ces courbes. Oui. Et puis bon, après, comme je disais, s'il y a besoin d'un coup de pouce, prendre un accélérateur. Et n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit encore aujourd'hui, n'hésitez pas évidemment à réserver un bilan de situation. Si ce n'est pas encore fait, j'avais posé la question la semaine dernière si vous saviez ce que c'était un bilan de situation. Et apparemment, pas tout le monde le sait. Donc en fait, on a des personnes qui se sont proposées. C'est des personnes qu'on a déjà aidées, qui sont des ambassadrices pour nous, des mamans ou futures mamans qui souhaitent partager ce que peut vous apporter Fertiline et qui sont là pour répondre à vos questions. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec elles, on a un lien, vous allez en bio, on a le lien direct et vous réservez un appel, c'est gratuit. On vous demande juste que ce soit un appel par personne parce qu'il y a beaucoup de demandes. Vous voyez, aujourd'hui, on a beaucoup de questions. Et également, si vous ne pouvez pas être là lors du rendez-vous, de prévenir 24 heures à l'avance si possible parce que c'est important. On a peu de créneaux là. Je sais que d'ailleurs, par exemple, cette semaine, on a plus de créneaux. Enfin, on est toujours en train de demander à nos ambassadrices d'ouvrir des créneaux. On a ouvert 45 créneaux cette semaine. Donc, voilà. Donc juste respectez ça, s'il vous plaît, quand vous prenez des appels, si vous pouvez pas être présent, nous on comprend, nous aussi on a des contraintes, parfois on doit annuler des rendez-vous. Par contre, prévenez les filles, parce que du coup ça permet à une autre personne de pouvoir prendre votre place et justement de libérer les créneaux. Elles font vraiment l'effort de prendre du temps aussi pour vous, elles sont passionnées, franchement pour toutes celles qui ont déjà rencontré nos ambassadrices, elles sont passionnées, c'est une équipe incroyable. Elle vous accorde ce temps et ces bilans sont offerts et en fait c'est juste important de respecter le temps qui est accordé et de le libérer si vous ne pouvez pas être présent sur ce temps-là. Alors je continue avec les questions. Donc une LH inexistante tout d'un coup, est-ce synonyme d'une ménopause 43 ans? Est-ce que c'est irrémédiable? Alors déjà, je ne sais pas ce qu'on appelle une LH inexistante. Est-ce que c'est le test de LH qui est inexistant? Alors dans ce cas, ça veut juste dire qu'il y a une anovulation. Ça peut se produire sur plusieurs cycles. Ce n'est pas forcément le signe d'une ménopause. En réalité, quand on arrive proche de la ménopause, la LH, tout comme la FSH, ont tendance à monter. Les hormones vont plutôt monter et plafonner et pas descendre. Elles vont monter tout le cycle. Mais on aura effectivement des difficultés à repérer une ovulation. Donc c'est peut-être ça. Est-ce que c'est irrémédiable? C'est difficile à dire, on n'a pas là tous les éléments de la dynamique, mais la majorité du temps, non. À 43 ans, on n'a pas encore des cycles qui s'arrêtent, sauf si on est en épuisement hormonal grave en fait, mais souvent pas. Souvent ce sera quand même réversible. On peut avoir en fait des stops de cycles qui sont momentanés et qui sont liés à des manques de ressources, à des stress intenses. Ça arrive très souvent en fait. Là, on a une question. Que pensez-vous du cardiospermum? Donc, c'est Alica cubum. On avait regardé tout à l'heure, c'est de l'homéopathie. C'est cortisone naturel lorsqu'on prend déjà de la cortisone avec un TEC. Alors, je vais pas pouvoir vraiment répondre en homéopathie parce que je n'ai pas de formation en homéopathie et par sagesse, même si j'aime beaucoup l'homéopathie et je l'utilise par exemple pour moi ou autre et j'y crois clairement, mais juste par sagesse, souvent quand je vais vous donner une réponse, c'est que j'ai de la certitude sur cette réponse. Si je ne l'ai pas, je préfère pas vous dire.
Et là, je ne connais pas, en l'occurrence, ce complément homéopathique. Maintenant, il m'est arrivé dans certains cas spécifiques d'utiliser pas ce produit exactement, mais des cortisones, de la cortisone à dose homéopathique, mais qu'en général, on ne cumule pas avec une cortisone classique. Donc, je ne saurais pas dire si c'est bon ou non. Je pense que la meilleure option, c'est de demander à la personne qui vous l'a conseillé, que ce soit le pharmacien qui doit probablement être homéopathe ou à l'homéopathe qui vous l'a conseillé, qui saura probablement vous renseigner par rapport à ça. Parce que nous, souvent, ce qu'on fait quand il y a de la cortisone, on peut parfois associer des compléments alimentaires à des prises de cortisone, mais parce qu'on les connaît, parce que c'est notre registre de formation et de compétences. Nous, on est micronutritionniste, phytothérapeute, enfin, on a différents types de formations et on actionne les changements avec les formations qu'on a. Et en général, même si on a des connaissances qui sont un petit peu en dehors de nos formations, on ne va pas forcément les appliquer si on n'est pas sûr de nous. Donc, je ne sais pas quoi répondre par rapport à ça. Mais en tout cas, la personne qui vous l'a conseillé pourra probablement vous répondre. Alors, je vais regarder les questions qu'on a reçues. Que pensent les centres de vos compléments car ils continuent à donner Ovonol, Gametic, etc. Alors, on travaille de plus en plus avec des centres, surtout à l'étranger, pour le moment, qui commencent à proposer les produits Nutrine. On est en train de leur proposer aussi des formations. On les a formés par rapport parce qu'on ne les forme pas sur leur domaine de compétences. Mais c'est plutôt le contraire, c'est eux qui nous forment sur leur domaine de compétences. On fait des échanges de formation. Notre domaine de compétences, c'est la biologie nutritionnelle. Donc, on vous prépare et en fait, eux, ils vous donnent le traitement. Et en fait, c'est le combo qui va être le meilleur. Donc, les centres sont quand on leur explique comment on prépare, mais en fait les centres ne sont pas, c'est pas des biologistes, enfin c'est des biologistes dans le sens qu'ils font des biologistes des embryons, mais dans le sens c'est pas des spécialistes de la biologie nutritionnelle. Donc les compléments alimentaires, très honnêtement, je pense que la plupart des médecins ne savent pas ce qu'il y a vraiment dedans. Et puis concrètement, pour être vraiment très concret, moi j'ai exercé longtemps en cabinet, j'ai géré un centre médical aussi pendant 7 ans, en fait, un centre de micronutrition. Et concrètement, quand vous êtes médecin, vous conseillez majoritairement les produits que des commerciaux en fait, viennent vous présenter tout simplement parce que c'est un peu aussi la facilité. Souvent, les médecins n'ont pas le droit d'être rémunérés sur ce qu'ils conseillent. Ça, c'est important de le savoir quand même. Il n'y a pas d'échange financier sur... Mais c'est seulement que des commerciaux passent et puis ils disent on a ce produit, il est génial, machin. Puis c'est vrai que les médecins ne sont pas des nutritionnistes. Pour eux, c'est pas forcément évident de faire la différence entre un discours qui va être plutôt commercial ou un discours qui va être très scientifique. Et donc, du coup, ils ont des habitudes de pratique qui portent vraiment sur ce sur quoi ils sont visités. Nutrine, c'est une gamme qui ne visite pas les médecins pour le moment parce que on préfère pour le moment s'adresser aux patients et on travaille avec aussi des médecins qui ont un très haut niveau d'expertise qui sont principalement à l'étranger pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne se développera pas au niveau des médecins qui sont en France, c'est juste on doit aussi faire des choix en fonction de nos priorités en termes de travail et de dispersion de notre énergie. Donc voilà pourquoi ils prescrivent encore pas mal d'autres choses. Mais plusieurs fois, moi j'ai des personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai montré les produits Nutrine à mon médecin, ils m'ont dit que c'était excellent, machin. » Mais ça, c'est souvent les médecins qui connaissent, qui se sont vraiment intéressés à la dynamique. Parce qu'aujourd'hui, je pense sur le marché, il n'y a pas d'équivalent aussi qualitatif que ce qu'on fait chez Nutrine. Il y en a sur le marché, je les connais tous, et il n'y en a aucun autre. Par contre, il y a des produits qui sont bien, qui sont corrects. Il y a d'autres choses qui sont bien. Et les médecins s'y intéressent de plus en plus. C'est probablement que s'ils connaissaient ces produits-là, ils feraient ce choix-là. Mais effectivement, ça viendra petit à petit. On y arrive tranquillement. Exactement. Voilà. Alors là, il y avait une question. Comment réaliser les tests endométrio MatriceLab de Paris est-il après 2 échecs? Alors, je vais répondre aux 2 questions. Donc, MatriceLab, c'est facile. Vous pouvez appeler MatriceLab. Ils ont certainement des médecins avec qui ils collaborent puisque c'est une société française. Endométrio, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez certainement trouver aussi un médecin qui va appeler la société en Genomics en Espagne. Il faut trouver en fait un médecin qui utilise ces kits maintenant. Et peut-être la clinique, parce que j'imagine que c'est des tests qui ont été recommandés par une clinique à l'étranger, non? Ou pas forcément?
Ça peut Alors, être aussi si proposé c'est en une France, clinique hein. à l'étranger qui vous la conseille, votre clinique normalement doit pouvoir vous référer aussi à des médecins. Mais sinon, effectivement, d'appeler Génomique, c'est... Après, est-ce que c'est utile? Alors oui, dans certains cas, ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur notre chaîne YouTube. On a fait une vidéo, une capsule sur la différence entre Matrice Lab et Fertiline Lab. On vous explique du coup ce que fait Matrice Lab dedans. On vous compare, donc vous aurez toutes les informations. Par rapport à endométrio, endométrio c'est Hera, Emma, Alice, donc ça fait certains têtes. Oui, c'est utile. Il y a certaines choses qui sont doublons quand même, hein, avec, entre endométrio et Matrice Lab. Pas exactement en fait, mais de nouveau on travaille sur des choses, certains marqueurs. Okay. Oui, il y a certains. Après, voilà, enfin, les deux sont amènent de toute façon des informations. Peut-être regarder un ou l'autre. En fait, endométrio, vous travaillez sur 3 choses, dont l'immunité, mais c'est une sorte d'immunité. Et sur Matrice Lab, vous travaillez sur l'immunité, plus aussi l'inflammation que tu vas travailler aussi sur l'endométrio. En fait, c'est très dur de savoir quel test il faut faire et ça dépend énormément du contexte. Ça dépend énormément du contexte de votre historique. Et ça, on est tout à fait capable, avec un historique très très clair, de dire il faudrait faire ceci ou faire cela ou faire cela et on pense que c'est utile de faire ça, ça, ça. Votre médecin aussi peut vous le dire, hein, ses conseils sont importants aussi. Donc... Mais c'est vrai que ça dépend de tellement de mais choses. Mais oui, ça peut être utile parce que clairement, s'il y a des échecs, il faut voir s'il n'y a pas une endométrite, etc. Mais après, les échecs d'un TEC peuvent aussi dû à la qualité de l'embryon. Enfin, ça peut être tellement de choses. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous répondre parce que l'échec d'un TEC, c'est tellement vaste. Et les causes d'échec d'un TEC sont énormes. Donc, voilà. La personne pose aussi l'embryo glu. Alors... de nouveau, il y a des études qui disent oui, d'autres études qui disent non. J'ai certaines cliniques qui l'utilisent à l'étranger. Je vous parle des cliniques à l'étranger parce que pour moi, c'est vraiment celles qui sont plus en avant qu'en France, qui l'utilisent. D'autres qui ne l'utilisent pas parce qu'ils trouvent que ça ne sert à rien. De nouveau, ça dépend aussi de la problématique. Est-ce que c'est un problème au niveau des embryons? Est-ce que c'est un problème vraiment au niveau de l'immunité? Et de nouveau, ça ne va pas faire des miracles. Ça peut aider l'embryon à rester collé. C'est un peu l'idée, c'est qu'il est dans un climat qui est plus propice à son implantation, mais s'il y a un problème immunitaire, s'il y a un problème vasculaire, si l'embryon a un problème, ça va pas aider. Donc ça dépend le contexte. Ouais. Et de nouveau, c'est pas noir et blanc, sinon si ça n'est pas encore utilisé partout, c'est que ça n'a pas été reconnu comme quelque chose qui apporte vraiment une valeur ajoutée. C'est un peu des petites techniques en plus. Ça, c'est une question pour toi. Comment ça se fait qu'un cancer peut se développer pendant la grossesse, sachant que l'immunité est régulée? Elle s'abaisse, l'immunité. En fait, l'immunité est pas vraiment... Oui, justement, c'est bien ça le problème. C'est que l'immunité est régulée. Alors, je ne sais pas si régulée, c'est le bon terme, mais l'immunité, la dynamique est différente. Elle est inhibée. Elle est abaissée, l'immunité, pendant la grossesse. Et l'immunité est un de nos moyens de lutte et notre plus grand moyen de lutte contre la cancérisation. C'est-à-dire que quand des cellules cancéreuses se développent, ce qui va intervenir pour interférer contre le développement de ces cellules et tuer ces cellules, c'est notre immunité. Donc quand notre immunité est réprimée et que surtout nos NK et nos CD8 sont réprimés, et ce sont les 2 branches les plus actives contre les cellules cancéreuses, bien évidemment, il y a plus de risque de développement d'une cellule cancéreuse. Ça, c'est clair. Donc on sait que la grossesse est une... Alors ça ne veut pas dire qu'on développe un cancer automatiquement pendant sa grossesse, hein, loin de là, parce qu'en général, pendant la grossesse, l'immunité CD8 est l'immunité anticancéreuse. C'est plutôt les NK qui sont en répression, en fait. Mais si on n'a pas de CD8 et que c'était nos NK qui assuraient notre protection anticancéreuse, effectivement, pendant la grossesse, on les a beaucoup moins. Et c'est pour cette raison qu'on dit souvent, faire un InLab, Fertiline Lab avant la grossesse. Parce qu'on a, d'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'on avait fait un webinaire là-dessus, c'est que la grossesse, l'infertilité peut vous dire quelque chose, un message pour vous. C'est un peu cette idée. C'est-à-dire que s'il y a une infertilité, c'est qu'il y a un dérèglement et que peut-être avoir une grossesse est trop dangereuse. Cette grossesse peut être dangereuse pour le corps. C'est pas dans tous les cas, mais ça peut être. Et en allant regarder typiquement le schéma de l'immunité, on peut trouver que si votre immunité, certaines branches étaient abaissées, ça pourrait être propice au développement d'autres maladies telles qu'un cancer. Donc, pouvoir regarder un petit peu l'état, voir l'état des choses avant et pourquoi il y a cette infertilité, comprendre, ça peut aussi permettre de diminuer les risques d'arriver dans des situations où on ne voudrait pas arriver. Oui.
Il y a Lauriennette, merci beaucoup d'avoir commenté ça, qui a fait des changements alimentaires. Je connais ce profil, on la suit également avec Virginie et on sait que ça a énormément impacté sur la qualité de ses cycles, sur ses cycles. Et du coup, voilà, merci beaucoup pour ta remarque. On se rend beaucoup... voilà. Ah oui, ok, j'ai compris qui c'est. Tu vois qui c'est donc elle dit, on se rend compte au bout de plusieurs semaines, mois de programme et ça aide à tenir, effectivement. En fait, la plupart des gens qui commencent les programmes Fertiline, on a fait d'ailleurs un post à ce sujet, c'est qu'au bout de 3 semaines, c'est difficile. Alors, les premières semaines, on ne vous cache pas que c'est pas hyper simple de suivre un programme Fertiline. Mais c'est comme tout changement en fait. Voilà, tout changement. Quand vous commencez la course à pied, c'est pas facile les premières semaines. C'est clair. Donc, comme tout changement, en fait, les premières semaines, c'est dur. Et ça, c'est la réalité, on s'en cache pas, c'est clair. Voilà, au bout de 3 semaines, vous commencez à prendre des habitudes. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, vous commencez à ressentir un vrai bénéfice de ces habitudes. Et ensuite, ça devient vraiment dans votre... ça devient quelque chose... Une routine. Au bout de 3 mois, clairement, vous êtes changé. On a beaucoup de gens qui sont... Il y a l'avant-fertiline et l'après-fertiline. Et puis, après, c'est chacun sa situation. Et parfois, on a des beaux résultats assez rapidement. Puis des résultats un peu plus longs, ça dépend de la situation d'origine. Du coup, je regardais un petit peu les questions. On va bientôt devoir s'arrêter. Je crois qu'on a répondu... pouvons-nous faire pour une endométrite d'origine inflammatoire? Canaliser l'inflammation en fait, tout bêtement, parce que s'il n'y a pas d'infection, ça veut dire que c'est une inflammation qui tourne en rond. Donc est-ce que le corps a suffisamment aussi pareil de ressources pour canaliser l'inflammation? On a énormément de systèmes de gestion de l'inflammation qui reposent certains sur des hormones, d'autres sur des graisses, d'autres sur des vitamines, des minéraux. Donc il faut s'assurer que tout cela fonctionne en fait. Julia qui nous dit que la température basale c'est la médecine du XXe siècle selon ma médecin. Mais c'est vrai en fait, c'est vrai, c'est de la médecine du XXe siècle comme beaucoup de choses. En réalité, l'aspirine aussi, c'est de la médecine du XXe siècle d'ailleurs, comme la majorité des trucs bien en réalité. La tisane de romarin, de thym aussi, c'est de la médecine du XXe siècle en réalité. Enfin. Mais un jour, je raconterai cette histoire, mais je suis allée aussi rencontrer des guérisseurs dans des tribus. Tiens, il faudrait qu'on fasse un live parce que je suis vraiment passionnée par les médecines ancestrales et c'est impressionnant ce que ces gens-là ont à nous apprendre parce qu'ils se guérissent eux-mêmes de quasiment l'intégralité des pathologies. Alors, on a du mal à faire la différence entre ce qui est placebo parce qu'ils ont des croyances qui sont tellement fortes entre le placebo et la réalité du traitement. Le fait est qu'ils utilisent des plantes que nous, on utilisera dans 20 ans, le temps qu'on les autorise ici, en fait. Mais du coup, toutes ces médecines ancestrales des siècles avant, il faut savoir qu'aujourd'hui, créent un peu notre médecine moderne aussi. Donc, je ne crois pas que... Enfin, pour moi, la médecine du XXe siècle, c'est probablement vrai. Et je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, je pense qu'on devrait porter beaucoup plus d'attention aux médecines ancestrales parce que si on prend, par exemple, les antidiabétiques qui font partie des traitements qui sont donnés en fertilité aujourd'hui pour réguler, par exemple, des SOPK, eh bien, il faut savoir que c'est un traitement qu'on a créé médicalement pour se rendre compte que finalement, il existe depuis toujours dans la nature. La même molécule, l'aspirine qu'on utilise en PMA, c'est de l'acide salicylique. C'est issu d'un arbre. Donc, concrètement, oui, c'est ancestral, comme la majorité des choses qui fonctionnent depuis très longtemps chez l'homme. C'est juste qu'on les a synthétisés, puis on les a vendus à un prix, et puis voilà. Et puis l'intérêt de l'ancestral, l'intérêt de l'ancestral et de la médecine du XXe siècle, c'est que ça marchera toujours sur nous, en fait. Voilà, clairement. Et il y a peut-être moins d'effets parfois aussi. Alors, on a encore quelques questions. Attends, il y avait un taux de bêta-HCG. Ouais, à 12, après 12, J12 post-tech, est-ce que ça prédit une fausse couche? Il y a des fois, ça peut être bas. Après, si c'est un tech à tech 2, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un tech à J2 ou il faut voir déjà, est-ce que c'est un tech d'un embryon J2, non, c'est peut-être un J5 tech avec 2 embryons. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Alors, est-ce que c'est un signe de fausse couche? Non, en fait, je le répète encore, nous, la première grossesse qu'on a eue chez Fertiline, le premier taux qu'on a eu, c'était 5 de bêta-HCG. Et franchement, cet enfant est né et tout va bien. Donc non, ce qui compte, c'est vraiment le doublement du taux. Après, évidemment, un taux qui est très bas dès le début, c'est moins positif, clairement, qu'un taux qui est très haut, où là, on est rassuré, on se dit « Ah, génial !» Mais il faut voir le doublement, il faut voir l'évolution, en fait. Alors, Julien nous dit, merci beaucoup Virginie Adva, si je suis en autonomie, seulement il y avait un peu de retard en interne.
mais ce n'est pas Ah, du retard en interne. Alors peut-être pour les accès. Ouais. On a eu 2-3 bugs au niveau des accès là, ces Et puis dernières bon, semaines. N'hésitez pas à nous solliciter. La vérité, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui viennent vers nous. Et alors déjà, on vous remercie pour votre confiance. On essaye de faire ce qu'on peut au niveau technique. L'équipe ne grandit pas tout aussi vite. On a grandi il y a à peu près 1 an et demi l'équipe. Mais voilà, on fait ce qu'on peut et on sait que quand c'est urgent, on vous répond très très vite et on fait au mieux. Donc désolé s'il y a du retard, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on met de l'attention vraiment. Je sais qu'on a certaines fois aussi des remarques sur le fait que peut-être que l'espace, alors même qu'on l'a refait, convient et très très bien à certaines personnes et n'est pas exactement comme le voudrait. C'est assez difficile de répondre à toutes les questions, de répondre à tout, comment dire, de satisfaire en fait tout le monde. Et d'ailleurs, on est en train de former en ce moment une intelligence artificielle qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. On la forme intensément sur tout ce qu'on est en train de vous dire, surtout, c'est vrai, ça va être un truc assez dingue. Et dans l'espace utilisateur, maintenant, pour toutes les personnes qui sont en autonomie, à partir de demain, normalement, vous aurez accès à notre intelligence artificielle qui s'appelle l'IA. Et l'IA, on l'a formée, nous, avec tout ce qu'on sait. Et ça, c'est un truc dingue, parce que du coup, elle va être capable de vous donner des réponses instantanées sur énormément de choses. Et si vous n'avez pas la réponse, vous lui dites, et nous, on va lui donner la réponse, donc vous lui apprenez. Donc ça va vraiment être un cercle vertueux. Elle est en formation. Elle est en formation. Pendant quelques mois. Voilà, ça va être un cercle vertueux, donc de plus en plus, ça va être de plus en plus vite. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand vous serez. Et d'ailleurs, je reviens... C'est une mini-thérapeute experte, mais beaucoup plus performante que nous parce qu'elle n'oublie rien, elle, en fait. C'est ça. Et justement, je reviens juste 2 minutes, puis après on va couper parce qu'on a voilà, le temps file. Sur une chose, parce que vous nous posez souvent la question, mais comment ça se fait que vous arrivez à être performant avec des intelligences conditionnées et de l'intelligence artificielle? Parce que souvent, il y a une peur par rapport à ça, du fait qu'il n'y a pas d'humain derrière, parce que on a l'habitude d'avoir un humain derrière soi. Alors, je peux concevoir, et surtout en infertilité, on a besoin de ce rapport humain. Et malheureusement, l'humain, il y a certains freins à avoir un humain. Ça peut coûter très cher. Il y a aussi le fait que l'humain n'est pas disponible. C'est peut-être pas les heures où vous pouvez être disponible. Par contre, l'intelligence artificielle, il y a une chose, comme tu disais, c'est qu'elle n'oublie rien. Elle a toutes les informations. Elle n'a pas de biais. Voilà. Alors, nous, on a des équipes mixtes, on a des équipes moitié humaines et on a effectivement les algorithmes. En réalité, nos équipes humaines ne donnent jamais de programme alimentaire. C'est uniquement nos algorithmes qui les délivrent. Parce que même quand vous êtes en accompagnement, la base de votre programme est donnée par les algorithmes. Moi, j'ai une confiance, mais dingue, en nos algorithmes. On les a créés nous-mêmes et on les a créés avec des médecins qui ont, pour la majorité, plus de 20 années d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a un cumul aussi de réflexion, d'expérience de terrain qui est assez incroyable. Et surtout, les algorithmes et les IA n'ont pas de biais. Parce que je suis thérapeute, je sais ce que c'est. Je suis thérapeute depuis 20 ans, presque. Ça me fait vieille, ça. Et en fait, non, ça ne me rajeunit pas tout ça. Non. Et en fait, par exemple, j'observe très bien que, je ne sais pas, si demain je vais faire une formation sur la flore intestinale, pendant 3 mois, je vais voir des problèmes de flore intestinale chez tout le monde. Je vais avoir un biais et je vois exactement pareil chez les thérapeutes que je forme. D'ailleurs, je suis capable de dire « Ouh là là, toi, tu as fait une formation sur ça. » Et en fait, je vois qu'on sert cette soupe à tout le monde pendant des mois et des mois et des mois, alors que ce n'est pas forcément l'information ou le sujet qui est important pour la personne. Et ça, les algorithmes ne font pas ça. Donc en fait, ils nous empêchent aussi d'avoir des biais. Et c'est super important. Ils nous permettent de rien oublier, de ne pas avoir de biais. Ça permet d'avoir aussi une analyse super puissante de chaque situation. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment la médecine d'avenir. Ça ne fonctionnera jamais sans humain parce que l'humain est là pour enrichir en fait les connaissances, pour enrichir l'expérience, pour aller découvrir de nouvelles choses. Mais on ne peut pas découvrir de nouvelles choses si on passe 6 heures en consultation pour créer le plan alimentaire parfait, autant que ce soit fait par un algorithme en 15 minutes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Nos algorithmes, ils délivrent des programmes qui devraient être faits en 3 ou 4 consultations. C'est ce que je faisais avant moi, en 3 ou 4 consultations. Ils font un travail extraordinaire qui nous permet de nous focaliser ensuite sur le spécifique. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est aller se focaliser sur le spécifique, l'innovation, la nouveauté. Ce qui nous permet de prendre de l'avance aujourd'hui, c'est le fait que le travail qui est finalement le basique récurrent est fait par nos algorithmes et est adapté par nos algorithmes.
Et c'est vrai qu'on pousse encore plus cette voie parce qu'on croit en l'humain, mais on croit aussi beaucoup à l'intelligence analytique des algorithmes et des intelligences artificielles. Alors plus des algorithmes que des intelligences artificielles. Mais parce que le problème, c'est que l'intelligence artificielle va apprendre des choses qui ne seront pas forcément la déduction qu'on va en avoir. Mais ça, on va y arriver. Mais voilà, donc ça, c'était important de le dire. Pour conclure, il y a encore des questions, on n'a pas tout répondu. N'hésitez pas, on va mettre une boîte à questions après. Donc n'hésitez pas à nous poser les questions, on y reviendra dessus, je pense, demain. Et puis, si vous n'avez pas encore pris un bilan de situation, n'hésitez pas à en prendre un, c'est gratuit. Nos ambassadrices attendent vos appels, elles seront heureuses de discuter avec vous. Et puis voilà, on reste à votre disposition si vous avez des questions sur comment on peut vous accompagner. Et on met cette boîte à questions juste maintenant et on y répondra demain. Merci beaucoup. Belle journée. Belle journée.